Finalement, quel bilan tu situes un peu de ce thème du virtuel et du réel au sein du tourisme? Bah, si tu veux, alors d'abord, dans le virtuel, il y a une inventivité sur la façon d'y circuler, de s'y structurer et tout, moi que je connais pas comme sociologue, donc si tu veux, qui m'intéresse. Je me rends compte que c'est un monde qui commence sa construction en fait. Et ça c'est intéressant parce qu'au fond, d'abord on a eu un monde large qui s'est imposé petit à petit, et puis là il est en train de se structurer, des parties privées, des parties publiques, des parties de niche et tout. Et donc au fond le virtuel fait un peu comme a fait le réel, c'est-à-dire des grands empires, des petits États, des villes-États, et c'est ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je connaissais pas. Alors la deuxième chose qui est plus compliquée, c'est de se dire qu'est-ce que ça fait sur les pratiques des gens, c'est-à-dire en termes de départ en voyage, de départ en vacances. Est-ce que c'est simplement une façon différente de vendre la même chose, ce qui est déjà pas négatif. Est-ce que ça permet de faire des produits moins chers parce que le virtuel va coûter moins sur certaines choses, ou est-ce que petit à petit ça va modifier le voyage? Bah, je vais dire une chose simple, la réponse n'est pas claire après, c'est cellulaire comme ça. Donc on peut pas dire, on sait pas. Mais en tout cas, je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire c'est un peu comme quand on a inventé les guides, quoi. Parce que quand on a inventé les guides au 19e siècle, c'est parce qu'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les bourgeois? Ils envoyaient leurs valets faire le voyage pour que quelqu'un leur raconte, t'arrives à Venise, tu dois être habillé comme ça, il fait telle température, etc. Puis à un moment, ils en ont eu marre de payer l'année d'avant le voyage à un valet, donc il y en a un qui s'est mis, c'est des Anglais qui sont mis à écrire des guides pour le dire aux autres. Bon, petit à petit, on a standardisé. Donc ça a modifié, y compris la façon de voyager, parce qu'on sait tous avant qu'est-ce qui va se passer, comment c'est, qu'est-ce qu'il faut regarder. Là, tout le monde lève la tête au même endroit parce que tu as le guide vert sous les yeux, etc. Maintenant, ça, c'est en train d'entrer dans le virtuel. Alors, comment ça va modifier le voyage? Ben, c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois qu'il faut être très ouvert. Il faut dire que ça peut le modifier pas mal, parce qu'il y a des choses qui n'est pas dans le virtuel. Il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas exactement les sons, il n'y a pas les gens. Au fond, il n'y a pas la proximité. Et cette proximité qui est celle que dans nos sociétés on cherche à accrocher avec le global, on dit tous le monde il est global et local. Bon, mais dans le voyage, au fond, c'est le même problème. C'est-à-dire, on sait vendre le global, on sait faire rêver sur Tallinn ou Cracovie, mais comment après, il se passe là quelque chose que tu n'avais pas prévu? Et comment on va remettre de l'aléatoire dans le modèle? Ben, c'est ça qu'on ne sait pas, c'est intéressant, c'est à observer. C'est intéressant, comme tu disais, recréer le désir, et puis la deuxième chose que tu évoquais, c'est que les gens se re-spatialisent quelque part. Oui, je crois que les agences de voyage, ça peut plus être la même chose, parce qu'il y avait un imaginaire, c'est comme la bagnole au début, au fond. D'ailleurs, ça arrivait à peu près en même temps. C'est-à-dire, la bagnole, c'était génial, quoi. Bon, aujourd'hui, on est nombreux à les louer ou à les acheter. Bon, en gros, on a besoin d'un objet de mobilité. Bon. Et au fond, l'agence de voyage, c'est un peu la même époque, c'est un peu la même chose. C'était lieu majeur, tu rentrais, tu rêvais, tu disais, voilà, pour aller à New York, c'était un événement, etc. Aujourd'hui, ça marche forcément plus comme ça. Donc, je pense que comme aujourd'hui, les décisions se prennent dans la décision familiale, on négocie avec les gosses, avec la nana ou la nana avec le mec, enfin bon. Et donc, du coup, c'est dans la maison qu'on négocie. Donc il me semble que l'agence, elle doit se réfléchir comme un opérateur de temps libre sur un territoire. Dire dans cette commune, dans ce quartier, quand on a... et donc aussi bien on va aller voir sur son site, parce qu'on peut aussi bien acheter un billet de foot, aller au théâtre. On va jamais au théâtre, mais si l'agence vous dit ce soir il reste 10 places, pourquoi on n'irait pas au théâtre? C'est exactement comme le départ de dernière minute, quoi. Donc c'est pas pour celui qui va au théâtre toutes les semaines, c'est pour celui qui va jamais, ou celui qui va jamais au foot, ou celui qui est jamais allé à la corrida. Et d'un coup il dira tiens, il y a des places à vendre à la corrida à Arles, tiens mais je pourrais aller passer 2 jours, en plus il y a une nuit avec, bon. Donc il faut à mon avis faire entrer ça comme un espèce d'opérateur de temps libre où je peux aller m'asseoir, je peux regarder, on me demande pas forcément quelque chose, il y a quelque chose à inventer, peut-être qu'il faut les mettre dans des bars, enfin que ça soit des lieux où il y ait de la convivialité. Je compare souvent en librairie parce qu'on a le même problème, je veux dire à un moment les librairies américaines, ils ont mis des fauteuils, ils se sont rendus compte que si vous rentrez, vous commencez à lire un livre, en fait la plupart du temps vous l'achetez. Et donc le risque que le type le lise, l'abîme, bon, il est marginal, etc. Donc comment on rentre chez nous par Internet, et le virtuel, ça permet aussi de rentrer dans le proche. Ça ne permet pas d'aller en Chine, ça permet d'aller dans la porte d'à côté. Et ça, on oublie trop que le virtuel, ça lie aussi bien le proche que le lointain. Au fond, le rôle d'une agence, c'est de se construire une clientèle de proximité, pour la plupart, quoi. Et là, il y a du boulot. Très bien, merci. Merci.